Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle négociation. Durant la semaine qui s'est écoulée, j'ai fait une liste de 5 shorts où j'expliquais les différentes techniques qu'il peut y avoir pour faire baisser le prix de ton achat immobilier. Évidemment, il y a beaucoup plus de techniques que ça, mais on va revenir sur ces 5 techniques et on va les creuser un petit peu plus en profondeur. Tout d'abord, je tiens à rappeler quand même que si tu achètes mal ton bien immobilier, tu commences par perdre. La bonne affaire pour les investisseurs immobiliers, elle se fait toujours à l'achat. Si tu commences avec un bon prix d'achat et que tu arrives à acheter en dessous du prix du marché, tu te sécurises énormément et tu vas pouvoir vraiment avoir un avenir serein. Et c'est vraiment là que la plus-value se fait, c'est vraiment là qu'on gagne de l'argent. Donc, en premier, au niveau des techniques de négociation, j'avais commencé à parler de la critique technique. La critique technique, c'est aller dans un bien, essayer de déceler tous les problèmes vraiment structurants qu'il peut y avoir sur un bien et les pointer du doigt pour avoir un prix plus bas. C'est une technique qui est très classique, que tout le monde fait. Attention, il y a des fenêtres simple vitrage. Attention, l'isolation n'est pas bonne. La toiture, elle a quel âge? Elle a à peu près 40 ans. Ça me paraît pas terrible. Et donc, tous ces arguments, on va dire vraiment structurels, peuvent s'entendre. Par contre, ce qui ne peut pas s'entendre, c'est par exemple, tu vas dire, le papier peint, il ne me plaît pas. Les sols, ils sont pas bons. Le canapé, il est vraiment défraîchi, il faut le remplacer. Tous ces arguments sont valables que dans l'immobilier de luxe. Changer des sols, changer des murs, les couleurs, toutes ces choses-là, c'est de la décoration, ça n'a rien de structurant. Donc du coup, tu ne peux pas faire baisser un prix à cause de la décoration. Sauf si tu es dans le cadre de l'immobilier de luxe, c'est-à-dire des transactions qui vont au-delà du million d'euros. Sinon, tu n'es pas concerné et tu ne peux pas négocier là-dessus. Donc sur la technique, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les acquéreurs se comportent. Moi qui fais beaucoup de visites de surface brute, je vois énormément de personnes qui essayent de me batailler des prix sur des biens où il y a absolument tout à faire. Ce qu'il y a, c'est que forcément, si ces biens-là, ils ont tout à faire, le vendeur en est conscient, j'en suis conscient, et donc du coup, forcément, on a intégré une baisse de prix, on a des prix beaucoup plus agressifs au mètre carré par rapport à ce qui pourrait être si la surface était strictement rénovée. Donc attention de ne pas paraître pour un guignol lorsque tu vas commencer à faire de la négociation sur de la technique. Si quelqu'un est plus technique que toi en face et que tu commences à lui dire n'importe quoi, tu vas te faire vite recaler et surtout la discussion va vite s'arrêter parce que tout simplement, tu vas pas être suffisamment intéressant. Donc peu importe ensuite l'offre que tu vas pouvoir produire, même si le bien t'intéresse vraiment, tous tes arguments vont être éventés les uns après les autres si tu tombes sur quelqu'un de plus technique que toi. Donc attention avec ça. Si tu fais ça avec un agent immobilier qui s'y connaît, ça peut être dangereux, mais si tu fais ça avec un particulier et que tu commences à être agressif par rapport à un bien où il a vu grandir ses enfants, où il a mis beaucoup de temps et d'énergie à rénover son bien et que tu lui expliques que tout est pourri, peu importe l'offre que tu vas lui faire ensuite, même si tu te mets au prix, il va te retoquer parce que tout simplement tu l'as vexé. Les gens sont très très sensibles, lorsqu'on parle d'immobilier, on parle vraiment d'émotion. Donc si tu vas commencer à batailler un bien en résidence principale avec quelqu'un qui vend en direct son bien, on oublie tout de suite la critique technique et on va vraiment sur l'essentiel. On va plutôt aller jouer sur une autre technique qui va être l'attaque émotionnelle. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. La deuxième technique, elle est bien connue, c'est l'offre indécente. L'offre indécente, ça va permettre de faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ce type d'offre uniquement sur les biens qui sont en ligne depuis un bon petit bout de temps. On a souvent des acquéreurs touristes, on les voit tout de suite. Nous, les agents immobiliers, on les décèle assez rapidement. Au bout de 20 secondes, on sait si c'est intéressant ou pas. Mais on a aussi des vendeurs touristes, c'est-à-dire des mecs qui vont placer leur prix par rapport à ce qu'ils ont vu sur Internet, par rapport à ce qu'on leur a dit, par rapport à ce que leur voisin leur a dit. Et donc du coup, ils vont mettre un prix mais complètement con par rapport à la réalité du marché. Et donc, faire une offre indécente, ça va juste pouvoir permettre en fait de soit remettre ton vendeur correctement en phase, soit tout simplement de lui faire prendre conscience qu'en fait il est complètement déconnecté. Si le bien traîne depuis un petit bout de temps en ligne, c'est pour ça qu'il faut toujours chasser régulièrement et regarder les sites d'annonces pour voir qu'est-ce qui traîne et qu'est-ce qui ne traîne pas. Mais une offre indécente, c'est quand même une offre. Et une offre, quoi qu'on en dise, ça a toujours un effet chez quelqu'un. Les gens attendent ça. Lorsqu'ils t'ont ouvert la porte, que ce soit un agent immobilier ou un particulier, s'il t'ouvre la porte, il attend d'avoir un retour. D'ailleurs, autre technique aussi, si tu vas faire des visites, donne toujours un petit retour à ton vendeur, systématiquement, que ce soit un agent ou un particulier, un promoteur, un marchand de biens, peu importe, fais-lui un petit retour de pourquoi tu te positionnes ou pourquoi tu ne te positionnes pas. Parce que il n'y a rien de plus incorrect que quelqu'un qui t'a fait découvrir un bien et puis tu donnes pas de nouvelles. Donc, par rapport à l'offre indécente, moi, ce que j'ai remarqué qui marchait très très bien, c'est vraiment ça, c'était lorsque le bien est en ligne depuis vraiment un bon petit bout de temps, que le vendeur doit vendre, qu'il en a marre, qu'il y a une situation qui est vraiment plus possible, qui est plus tenable, et là tu vas pouvoir faire quelque chose de pas mal, et souvent une offre indécente, ça permet de faire tout simplement avoir une contre-offre. Mais je t'assure que j'ai déjà vu des choses incroyables. Le pire que j'ai vu, je m'étais positionné sur un immeuble à Vesoul, j'avais fait une offre, l'immeuble était placé à 130 000 euros, il me semble de mémoire, j'avais fait une offre à 60 000 euros. Au final, la personne m'avait dit non. Elle m'avait rappelé quelques jours plus tard pour me donner une offre à 70 000 euros. Au final, je m'étais quand même fait avoir parce que
un autre propriétaire avait proposé 75 000 euros. Mais tu voyais que j'avais réussi à diviser quasiment le prix du bien par deux. Au final, j'ai servi de lièvre parce qu'effectivement, l'agence s'était servi de mon offre pour faire pivot et pour en faire passer une qui était un poil plus élevée. Mais au final, j'avais fait bouger les lignes et c'est comme ça qu'on voit qu'on arrive vraiment à faire baisser des biens. Ça marche vraiment très très bien avec les immeubles de rapport ou avec tous les lots d'investissement. Et c'est vraiment Donald Trump qui faisait ça régulièrement. Il faisait ça à peu près surtout, que ce soit en diplomatie ou dans ses affaires. C'est-à-dire qu'il allait faire des offres qui étaient complètement inacceptables, tout simplement pour avoir quelque chose qu'il voulait en contrepartie. Et souvent, il arrivait à obtenir quelque chose, quoi qu'il en soit. Tout simplement parce qu'il avait fait bouger les lignes, soit par une attitude très agressive, soit par une offre complètement indécente. Ce qui faisait qu'il provoquait quelque chose, de l'agressivité chez la personne en face. Ce qu'il y a, c'est que même si la personne en face est offusquée et brusquée, dans la mesure où tu as fait une offre, ça veut dire que tu as montré ton intérêt. Et donc, c'est très utile. La troisième technique, je l'avais un petit peu abordée dans le point 1, c'est l'attaque émotionnelle. Il va falloir essayer de provoquer une espèce de proximité avec l'interlocuteur que tu as en face de toi. Essayer de trouver des points communs, essayer de trouver une histoire à lui raconter, pour qu'il te prenne d'affection et au lieu de le convaincre d'accepter son prix, tu vas plutôt le persuader. Donc, pour convaincre quelqu'un, ça veut dire qu'on va faire appel à sa raison. Lorsqu'on essaie de persuader, on va plutôt faire appel à ses sentiments. Et bien là, c'est en racontant ton histoire ou en comprenant l'histoire de ton interlocuteur que tu vas essayer de pouvoir comme ça créer une proximité, essayer de faire comprendre que tu peux pas donner le prix que tu voudrais, que le vendeur voudrait, mais que le bien t'intéresse fortement. Et donc, en gros, soit tu joues sur la pitié, soit tu joues sur la proximité. Mais enfin, bon, bref, l'idée, c'est d'essayer de vraiment créer une très très grosse proximité pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. C'est de la manipulation, c'est de la négociation, t'appelles ça comme tu veux. Ça marche extrêmement bien, surtout avec les particuliers. J'avais dit dans ma vidéo short, j'ai un ami qui est marchand de biens, qui s'était positionné sur un bien en faisant une offre plus que correcte. J'ai pas les montants exacts en tête, mais bon, bref. Et une autre personne est venue lui souffler la vedette tout simplement parce que la personne en face voulait y habiter. Et lui qui est marchand de biens, il voulait l'acheter pour le revendre. On voit que le vendeur en question ne voulait pas que son bien soit découpé pour être ensuite revendu à plusieurs personnes, mais il voulait que l'acquéreur qui reprenne son bien, sa maison en l'occurrence, revive dedans, et donc il fallait créer une proximité avec lui. Mon ami ne l'a pas fait, la sanction a été terrible, puisque lui qui était sûr d'avoir son financement et qui avait fait une offre qui était plus proche du prix que son concurrent qui a fait une offre plus basse et qui est un amateur, c'est quand même l'autre personne qui a eu le bien, tout simplement parce qu'il avait créé une grosse proximité avec ce vendeur. Donc n'hésite pas à discuter, que ce soit avec les agents ou avec les vendeurs, essayer de comprendre leur histoire pour essayer vraiment d'obtenir ce que tu veux lorsque tu négocies un bien qui t'intéresse. La quatrième vidéo que j'avais faite, la quatrième technique, c'était par rapport à la non-négo. Effectivement, tout n'est pas négociable et parfois, lorsque tu maîtrises parfaitement un marché et que tu as détecté qu'il y avait une anomalie, ce ne sera plus une question de prix ou d'argent, mais ça va être une question de temps. Il va falloir que tu sois efficace. Et lorsque tu vas avoir ce bien-là, tu vas vraiment détecter que c'est pas normal que ce bien-là soit à ce prix-là, c'est pas la peine d'aller essayer de négocier parce que tu vas avoir un mec qui va connaître aussi bien le marché que toi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs aguerris sur les différents secteurs d'investissement, même dans les villes à moins de 1000 euros du mètre carré. Vraiment, les investisseurs maintenant aguerris, il y en a vraiment partout. Si on a une autre personne qui a conscience de ça, que tu as conscience de ça aussi, à ce compte-là, c'est plus une question d'argent, c'est une question de temps. Et le but du jeu, c'est de se positionner au plus vite et d'aller faire une offre au prix pour ne pas que le bien t'échappe. Alors ça, c'est évidemment à faire que lorsque tu as détecté qu'il y avait une vraie anomalie et que tu as quand même vérifié qu'il n'y avait pas un loup qui se cachait, parce que parfois, je te garantis qu'on en voit des belles. Mais si tu as vraiment identifié ça, on ne négocie pas, on y va et on ramasse le bien. Alors bien évidemment, il faut que tu aies validé ton financement avant, histoire de ne pas faire perdre du temps à tout le monde. Mais tout n'est pas négociable et je vois beaucoup d'investisseurs qui essayent de négocier alors qu'il n'y a rien à faire. Exemple concret, il y a de ça 2 ans, j'ai vendu un pagotin, j'ai fait 4 visites, j'avais découvert le pagotin le lundi, j'ai pris le mandat le mercredi et le vendredi, j'ai fait 4 visites. Les 2 premières visites, les gens ont essayé de me batailler le prix. La 3e visite, la personne s'est positionnée au prix. Et la 4e visite, c'était également un investisseur qui avait essayé de me batailler le prix également. Alors que le pagotin était à un prix ultra agressif, ultra bien placé. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur les pagotins, je te mets le lien juste ici. Mais en gros, il n'y avait rien à négocier. Les 2 premiers, le prix il était à 125. Le premier, au final, il me rappelle 2 jours après pour me faire une offre à 120 000. L'autre me rappelle pour me faire également une offre à 120 000, sauf que moi j'avais déjà une offre au prix. Et le dernier, au final, il m'avait fait une offre, tiens-toi bien, à 100 000. Et il disait qu'il payait cash. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de taux d'usure, il n'y avait pas de problème de taux d'intérêt. En gros, ce bien-là, il fallait simplement se positionner au plus vite dessus. J'avais laissé un petit peu l'annonce continuer à courir pendant tout le week-end, et tiens-toi bien, le lundi matin, lorsque j'ai ouvert ma boîte mail, pas moins de 55 emails sur des acquéreurs
pour ce bien-là. Donc là, c'était vraiment une course de vitesse. Et sur ce type de bien-là, je t'invite vraiment à créer ton réseau parce que c'est vraiment les agents en général qui vont t'apporter une affaire comme ça. Et la personne qui a pu acheter le fameux Pagotin à 125, c'est quelqu'un qui était venu me voir à l'agence, qui m'avait déposé une belle fiche, qui avait fait les choses vraiment de manière professionnelle. Et donc du coup, lorsque j'ai eu ce bien-là, j'ai pensé à cette personne. Et c'est lui qui a eu le Pagotin et pas les autres. Et enfin, cinquième point pour négocier, évidemment la garantie financière, d'autant plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les taux sont montés, les acquéreurs sont désolvabilisés, il y a donc moins de concurrence à l'achat. Le marché s'est complètement retourné, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un marché de vendeurs où c'est les vendeurs qui mettaient les prix qu'ils voulaient. De toute façon, il y avait 4 ou 5 acquéreurs qui étaient capables de se positionner. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si les vendeurs gardent leur prix, ils ne sont plus capables de vendre. Ça veut dire qu'on est sur un marché d'acquéreurs. Si toi, en tant qu'acquéreur, tu as du cash et que tu as la possibilité de rentrer sur des opérations sans mettre de clause d'obtention de prêt, alors tu as un avantage, mais considérable. Encore aujourd'hui, les vendeurs ne sont pas encore trop au courant. Beaucoup n'ont pas encore fait le deuil, entre guillemets, du prix qui était encore existant il y a de ça un an. En avril 2022, les prix étaient plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui, tout simplement parce que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas. En 2022, on était encore à 1%. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 4%. Donc si tu peux présenter des garanties financières, c'est toi qui vas dicter les choses et tu vas voir que c'est même tes vendeurs qui vont te rappeler pour que tu te positionnes. D'ailleurs, un vendeur qui a déjà eu un ou deux compromis qui ont claqué ou qui a déjà eu des offres qui sont sorties parce que en fait, les personnes se sont aperçues qu'ils ne pouvaient pas acheter, toi tu arrives avec du capital et avec avec 100 clauses d'obtention du prêt, je te garantis que tu feras des différences absolument énormes. Donc si tu disposes de ce type de garantie, mets-le en avant, prouve-le le plus rapidement possible, histoire que tu puisses vraiment batailler au plus fort les prix de l'immobilier. C'est tout pour cette vidéo. Durant la semaine prochaine, je vais aller meubler des biens à Vesoul. Je mettrai des vidéos constamment par rapport à l'avancée de l'ameublement de mes différents appartements. Je te laisse t'abonner. Je te rappelle que en description, on a toujours le protocole du parfait acquéreur qui est toujours aussi important aujourd'hui et le guide de l'Iris Immobilier si tu veux vendre ton bien dans les meilleures conditions. Je te dis à dimanche prochain pour faire le bilan sur Vesoul. Ciao, ciao, ciao!